Bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. J'espère aussi que vous êtes prêts pour affronter le week-end et que la semaine s'est aussi très bien passée de votre côté. Déjà, je tiens à vous remercier. Je remercie ceux-là qui sont allés dans ma page YouTube, faire des commentaires et s'abonner. C'est vrai que je ne l'ai pas encore annoncé officiellement. Et pour ceux qui viennent de s'abonner dans ma page aussi, pour que vous puissiez bien comprendre le sujet, je vous prie d'aller voir les premières vidéos parce que mes vidéos se suivent. Alors, lors de la vidéo précédente, je vous avais ciblé exactement les boulots qu'on devait détruire. Et je les avais aussi illustrés par des petites vidéos pour que vous compreniez bien. J'avais listé pratiquement 6 boulots. Et le dernier boulot, je vous avais parlé de robotaxi. Je vous avais fait comprendre que le propriétaire de Tesla avait fabriqué des robotaxis et qu'il devait mettre en marche cette année. Et je vous ai fait comprendre qu'en mettant ces robotaxis en marche, Uber et Lyft seront détruits complètement parce qu'ils ne pourront pas faire la concurrence. Ils seront détruits. Alors, dernièrement, j'étais en train d'écouter les nouvelles. Dans les nouvelles, on était en train de dire que Uber et Lyft ont commandé eux-mêmes leurs propres robotaxis et qu'ils sont en train de les expérimenter maintenant. Ils ont déjà commencé à les injecter. Il y a ça dans la ville d'Atlanta, en Géorgie, et à Austin, au Texas. Donc les gars, c'est pour vous dire que l'heure est grave. J'aimerais d'abord qu'ensemble, on regarde la vidéo. Regardez dans la vidéo. A new feature, driverless taxis. The two companies are working right now to train staff on how to maintain the autonomous vehicles. In the coming months, customers in Atlanta and Austin, Texas will be able to hail one of these taxis, Sans Driver, through the app. NewsNation's Nancy Liu is live in LA following all of this. And Nancy, while many people are starting to embrace this, there are still some growing pains. Yeah, definitely, Nicole. And I've only had positive experiences in a Waymo, but I've reported multiple times on issues with driverless vehicles. And while vandals and criminals are factors, the more common problems have involved glitches and technical issues, which drives home the fact that our driverless future is still evolving. But Nancy, how is the rideshare market kind of melding and sharing the road as we move into the future? Well, since debuting here in Los Angeles last year, Waymos are now pretty common sight, mixing in with LA traffic, largely without incident, as we are rolling right now. Well, now Uber and Lyft are hailing driverless taxis since the ride-sharing market continues to grow, actually. And for now, the novelty factor, that's a big one. A large share of Waymo rides in LA, San Francisco, and other cities, they're hailed by tourists who want to experience this technology for themselves. Now, Waymo has notched about 500,000 rides a month in California. So now both Uber and Lyft, they are developing robo-taxi partnerships to offer driverless rides in the future and get a cut from those fares. The Uber option, that's going to debut soon in Austin and Atlanta. Now, after unveiling its own futuristic line, Tesla expected to join the robo-taxi market in the next few years, and under testing right now in San Francisco, an Amazon offering called Zoox. This is a more spacious, autonomous ride-hail service with no steering wheel or controls. The company aims to begin offering service later this year. And while more driverless vehicles are on the roadways now, no one expecting a fully autonomous ride-share future anytime soon. In fact, the CEO... Yeah, it's still a little odd, you know, seeing you in the car and no one behind the wheel there. But Nancy Liu, live for us there in LA. Thank you. Alors les gars, comme je viens de le dire, je vous ai dit que l'heure est grave. Vous avez vu dans la vidéo comment une voiture roule sans chauffeur. Et la journaliste est assise derrière en train de faire le commentaire. C'est pour vous dire que l'heure n'est plus à la blague. Donc laissez-moi enlever ces lunettes, ça devient sérieux. Alors, lors de ma dernière vidéo, je vous avais posé une question capitale. Une question qui devait
qui représentait beaucoup pour moi. Ça définissait ma présence ici. Dans le cas où on ferme tous ces boulots que j'ai cités là et que vous êtes à l'intérieur, que ferez-vous après? Je vous ai demandé ce que vous allez faire lorsque tous ces boulots vont fermer. Si vous faites partie de ces boulots. La plupart des réponses que j'ai eu une quinzaine de réponses inbox. La plupart des réponses que j'ai eues, les gens me reposaient la même question de savoir, dis-nous alors ce qu'on doit faire. Dis-nous alors ce qu'on doit faire, parce que tu nous avais fait comprendre que tu avais une solution. Ça m'a un peu amusé. Ça m'a amusé. Vous savez les gars, j'aimerais encore vous poser une autre question. Lorsqu'on parlait de la diaspora générale du monde entier, nous les Africains, on fait partie de la diaspora, ceux qui sont partis de l'Afrique, venus vivre en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, et peut-être en Europe. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus nombreux que les Asiatiques? Lorsqu'on parle de l'Asie, je parle de tous ces pays. Chine, Japon, Corée, Taïwan, Philippines, Malaisie, tous ces pays-là. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus nombreux que ces gens-là dans la diaspora, spécialement en Amérique du Nord? Je ne pense pas. Ils doivent même être 4 fois ou 5 fois plus nombreux que vous. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus nombreux que les Indiens dans la diaspora en Amérique du Nord? Je ne pense pas. Ils doivent être peut-être 2 fois plus nombreux que vous les Africains. Vous pensez que vous êtes plus nombreux que les Européens dans la diaspora? Je ne pense pas. Vous pensez que vous êtes plus nombreux que les Latinos? D'abord, les Latinos ont même déjà dépassé en quantité populaire les Noirs américains qu'ils ont trouvés sur place aux États-Unis. Donc, eux, ça n'est même pas à parler. Alors, vous n'êtes pas plus nombreux que ces gens-là. Déjà, pour vérifier, regardez seulement les listes de déportations qu'on est en train qui tournent dans les réseaux sociaux. Eux, on les déporte à milliers, en centaines de milliers. Alors, la deuxième question que j'aimerais vous poser est la suivante. Déjà, vous acceptez que vous n'êtes pas plus nombreux que eux. Est-ce que vous les voyez faire les boulots que nous on faisait avant là? Qu'on faisait là, les boulots que j'ai cités dans la vidéo précédente. Est-ce que vous les voyez faire ces boulots? Spécialement des Asiatiques. Quand ils arrivent même là-bas, ils ne mettent pas du temps. Ils mettent au trop 3 à 4 mois. Ils sont partis. Quand ils partent là, vous ne les demandez pas que mon frère, tu es en train d'aller où? Tu me laisses ici avec qui? Ne vous posez pas cette question. Est-ce que vous voyez les Indiens là-bas? Même dans les hôpitaux, comme on dit là, ils sont pas là-bas. Vous ne vous posez pas la question de savoir où est-ce que ces gens travaillent. Pourtant, on les rencontre partout là avec les grosses voitures sur les autoroutes. Un jour, je causais avec un de mes collègues. Je causais avec mes collègues parce que dans mon parcours professionnel, je rencontre plus les Asiatiques et les Indiens. Surtout les Japonais parce qu'ils sont calés dans la technologie. Et les Indiens aussi. Je causais avec un ami indien et je lui ai posé la question de savoir pourquoi quand eux ils arrivent aux États-Unis, par exemple, ils ne commencent pas par les petits boulots qu'on faisait là. Il m'a regardé, il a commencé à sourire. Il m'a dit, je vais te dire quelque chose. Nous, d'abord, nous sommes organisés et nous sommes solidaires. C'est ce qu'il m'a dit. Il me fait comprendre que quand les personnes arrivent aux États-Unis ou bien au Canada, même s'il était bensikineur en Inde, même s'il était pousseur en Inde, on l'appelle. On lui dit, ne va pas faire le boulot que les Africains font là-bas. Les Africains ont décidé de souffrir. Ils sont à l'aise dans la souffrance. C'est lui qui me dit ça en face. Il me dit que les Africains aiment souffrir. Quand ils ne souffrent pas, ils ne sont pas à l'aise. Ils aiment travailler dans la souffrance, dans la douleur. Viens ici, ils prennent ce gars, on le positionne chez quelqu'un, on l'amène dans une maison, on lui dit tu faisais quoi en Inde? Il n'avait aucune qualification là-bas, on lui dit que bon voilà ce que tu vas faire. On le trouve dans l'air parce qu'ils sont très calés dans le IT, l'information technologique. Les Indiens, vous ne pouvez pas les battre là-bas. Alors, ils forment le gars dans un domaine précis, soit dans le database administrator ou bien dans le software development.
quand ils finissent de le former, on l'enlève là, on le place dans une position quelque part dans un boulot. Il commence à faire entre 75 000 et 80 000 dollars l'année. Et les gars le coachent encore là-bas. Il dit, waouh. Il me dit, oui, c'est ça. Nous, nos maisons, on a des basements à l'intérieur, on a des salles de classe. Même chose aussi pour les Asiatiques. Un de mes collègues asiatiques m'a fait comprendre, m'a dit ça. Il me dit, quand eux, ils arrivent ici, soit ils font leur business, soit ils travaillent entre eux dans leur restaurant, soit ils vont faire dans la technologie. Ça a attiré mon attention. Vous savez, les gars, nous avons trop négligé la technologie. C'est même pas qu'on l'a négligé, mais on nous a détourné, notre éducation a été détournée. Les colons nous ont fait comprendre en Afrique centrale que ceux qui faisaient l'enseignement général étaient les intellectuels. Et des fois, même quand tu prenais une ou deux classes, les parents te disaient, va faire l'enseignement technique. Parce que les colons nous ont fait comprendre dans la tête que nous devions travailler dans les bureaux. Alors que c'est la technologie et la technique qui développent un pays. Et les gens ont beaucoup négligé ça. Si bien que quand vous allez même peut-être dans des écoles comme le CETIC, on s'est moqué des gens là, des gars du CETIC. Ils n'avaient même pas les débouchés après perdre le bac technique. Seule l'école polytechnique qui était à côté, mais une école polytechnique qui était un peu discriminative, je vais dire. Parce qu'il fallait avoir certaines grades, certaines notes. Il fallait aussi avoir fait une certaine série pour entrer dans cette école-là. Vous savez, les gars, la technologie est le premier facteur du développement d'un pays. C'est grâce à la technologie que la médecine émerge. Vous avez les médecins aujourd'hui là-bas, les docteurs. Un médecin ne peut pas venir devant vous, vous faire une consultation et vous dire exactement la maladie dont vous souffrez. S'il n'utilise pas les appareils technologiques que nous, on arrange, que nous, on fabrique, c'est impossible. C'est grâce à la technologie que les finances avancent. Aujourd'hui, n'importe quel coin du monde, on peut vous envoyer l'argent maintenant sur votre cellulaire. Vous n'avez plus besoin d'aller à la banque pour retirer un chèque. On vous envoie ça dans votre cellulaire. C'est la technologie qui fait ça. C'est grâce à la technologie que le sport avance, que l'éducation émerge, que la culture émerge. La technologie est comme le tronc d'un baobab qui soutient plusieurs branches. Un pays sans technologie, c'est pas un pays qui peut bien décoller. La technologie est très très importante dans un pays. Et c'est ce qui a fait décoller les Chinois. Il y a de cela plus de 60 ans, la Chine était un pays pauvre et endetté. Quand ils ont compris que la technologie était un facteur de développement, ils ont commencé à imiter la technologie, aller au Japon, aller apprendre la technologie auprès des Japonais. L'électronique, l'électricité, l'automatisme, l'informatique. Ils rentraient chez eux, venaient bricoler là sur les rues de Shanghai, sous les parapluies. Ils fabriquaient des petits gadgets. Ils s'intéressaient à fond à cette technologie-là. Ils voyageaient même, ils allaient aux États, ils venaient aux États-Unis, venaient étudier la technologie. Quand les Américains et les Européens ont constaté que, mais comment? Les Chinois, là, ils ont une main-d'œuvre qui est moins chère, ils sont nombreux. Ils peuvent nous aider dans nos assemblages de machines. Les Chinois, les Américains ont commencé à déplacer leurs usines, les sociétés industrielles aux États-Unis pour amener ça en Chine. Les Européens, même chose aussi. Alors, quand ils construisaient leurs sociétés là-bas en Chine, dans la journée, les Chinois, malins aussi et malhonnêtes, ils construisaient la leur dans la nuit. Quand les Chinois allaient travailler chez les Américains, ils piquaient les choses là-bas pour aller fabriquer pour eux dans leur société dans la nuit. Avant que le produit d'un Américain sorte, pour eux sortir et commencer déjà à vendre. C'est ce qui s'est passé. Et ça se passe toujours jusqu'aujourd'hui. Si par exemple, la société américaine qui partait d'ici devait fabriquer peut-être un appareil comme celui-ci, les Chinois piquaient les pièces là-bas pour aller fabriquer pour eux dans la nuit. Avant que l'appareil de l'Américain ne sorte, ils sortaient déjà le leur. Les Américains étaient obligés de supporter. Ils ne pouvaient rien faire. Ils pouvaient faire tous les contrôles, mais les gars étaient toujours en train de les tourner. C'est pour ça que la Chine a commencé à se développer et puis ils sont des bons économes.
Ils sont solidaires. C'était pas seulement au niveau des appareils, mais au niveau des chaussures, du vestimentaire. Ils trichaient tout. Ils fabriquaient le faux. Ils vendaient. Ces Chinois-là, ces Asiatiques-là, dans le domaine technologique, ils ont déjà une certaine identité. Ils ont aussi une certaine identification. Parce que la technologie que vous voyez là, les races dont je vous ai citées là, certaines races ont des identifications technologiques. Par exemple, les Américains. Vous ne pouvez pas les battre, ils sont très forts dans la conception, l'innovation, le développement, la créativité. Sur le plan de l'automobile, l'aviation, l'aérotique, l'aérospatiale. Ils sont forts dans l'automatisme, ils sont forts dans la robotique. Vous ne pouvez pas les battre là-bas dans la conception. Les Européens aussi, même chose. Ils sont forts dans la créativité, l'innovation, le développement. Sur le plan de l'automobile et l'aviation. Vous ne pouvez pas. Les Indiens, ils sont forts dans le IT, l'information technologique. Ils sont les très grands sont les très grands développeurs de logiciels. Ils sont forts dans le DBA, le Database Administrator. Ils sont forts dans la construction des sites Internet. Ils sont forts dans la programmation logique et contrôle. Ils sont forts dans le SCADA. Tout ce qui concerne Internet, le réseau. Vous ne pouvez pas les battre. Ils sont calés, ces gars. Les Asiatiques, même chose. C'est ceux qui sont très très forts dans la robotique, dans l'automatisme. Ils menacent même dans les Américains. Ils font des choses terribles dans l'automatisme, l'électronique, l'électricité. Comme ça qu'on les identifie. Et quelle est notre identification technologique alors, les gars? Quelle est la nôtre? Je ne suis pas en train de dire que les Africains ne font pas la technologie, mais quand je parle d'identification, je parle de la masse, au moins de 75% de la population. Les Africains qui font la technologie, ils sont peut-être à 3 ou 4% de la population. Et ces gars-là même sont très réservés. Vous ne les voyez pas. Ils ne se foutent pas aux autres. Moi, je les rencontre souvent de fois là-bas quand je vais intervenir dans les industries automatiques. Je dis, gars, donc tu es ici? Il dit que oui. Et tu vois, c'est les gars qui sont très bien placés. Il dit, mais gars, viens, on fait des choses. Il dit, non, 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 le peuple là, je préfère rester chez moi, il ne veut pas les problèmes. Ça. Les gars sont retirés, ils ne parlent même pas, vous ne les voyez pas. Moi, quand j'ai vu ce qui se passait là, parce que là-bas, nous avons plus d'informations technologie, la technologie, je me suis dit, non, tiens, il y a un peuple qui va souffrir. Si on ferme tous ces boulots, ces boulots nous ont permis à s'intégrer dans ce pays. Moi, j'étais là-bas dans le warehouse aussi. Si on ferme ça, comment ils feront? C'est ce qui m'a donc poussé à venir dans les réseaux sociaux. J'ai dit non, il faudrait un peu que j'apporte ma petite contribution pour que ma conscience soit un peu en paix. Parce que je ne dormais pas. Je pensais à ce problème. C'est un problème terrible. C'est-à-dire, ce qui va se passer là, les gars, je vous ai dit ça la dernière fois, ça risque d'être plus dur que l'esclavage. Parce que quand ils vont fermer tous ces boulots-là, ils ne vont pas vous dire. Un jour, vous vous levez le matin pour aller au travail. Arrivé au travail, on vous fait comprendre que non, il y a la réunion de travail aujourd'hui. À la réunion de travail, on dit que bon, on a décidé d'enlever une bonne partie de la population, des travailleurs. Le travail est fini. Vous allez retourner. Quand vous sortez de ce travail-là, vous voulez aller dans un autre, c'est bloqué. On ne prend plus des applications là-bas. Vous allez dans un autre, il n'y a pas le travail. Vous allez là-bas, vous allez chercher là-bas. Vous allez donc constater que le cercle dont je vous ai parlé là est déjà bloqué. Vous n'aurez plus le travail. Mais entre temps, vous voyez les gens se lever le matin qui vont travailler. Mais vous êtes à la maison. On vient vous arracher la maison. On vous arrache la voiture. On vous jette dehors. Vous levez le matin, vous voyez comment votre enfant est en train de pleurer de famine. C'est une situation qui peut causer les suicides. Je vous dis, ce qui vient là, ça peut causer les suicides. Je vous ai dit que ça peut être plus difficile, plus dur que l'esclavage. Parce que quelqu'un va se retrouver dehors, il n'a rien. Parce qu'on te pousse à rentrer. Même là où tu sors, tu n'as même pas investi là-bas. Tu vas aller où? Et ce qui va arriver. Ils ne vont pas vous bousculer.
Vous allez vous bousculer tout seul. Et en plus, ils sont en train de sortir les textes aussi, hein, que les maisons de 2 chambres, maintenant, il n'y aura plus de 4 personnes dans 2 chambres. On considère que tu es là, toi et ton mari, ou bien toi et ta femme, avec tes 2 enfants. 2 chambres, on ne va plus admettre plus de 4 personnes. Ils vont contrôler. Voilà les méthodes qu'ils sont en train de mettre en bas pour vous étrangler. Ça ne va pas rire, les gars, ce qui vient là. Alors, lorsque je vous ai parlé des domaines technologiques tout à l'heure, je vous ai parlé des Asiatiques, je vous ai parlé des Indiens. Je vous ai dit qu'eux, ils sont déjà identifiés. On les a identifiés dans certains domaines. Et vous pouvez le vérifier. Allez dans un endroit public, ou bien dans un parc, ou bien dans une boutique, un supermarché. Vous rencontrez 3 Indiens qui arrivent devant vous. Posez-leur un problème, dites-leur que vous avez un problème avec votre software, avec votre logiciel sur votre ordinateur, ou bien vous avez un site internet qui ne veut pas s'ouvrir, ou bien s'ils connaissent quelqu'un qu'ils peuvent vous recommander de l'arranger. Sur les 3, 2 vous diront comme comment. On peut le faire, alors on le fait. Rencontrez les Asiatiques quelque part, dans un parc, ou bien dans un supermarché. Dites-leur que vous avez un problème avec votre appareil électroménager à la maison, peut-être une cuisinière ou bien une machine à laver, ou bien vous avez un appareil que vous voulez assembler. S'ils connaissent quelqu'un qui peut vous recommander, sur les 3, ils vous diront qu'alors on va le faire pour toi. Parce que c'est leur travail déjà. C'est leur travail déjà. Quelle est notre identification technologique, les gars? Nous n'avons pas. Et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous ne l'avons pas. Vous savez, les gars, dans ce domaine-là, dans cette technologie-là, il y a encore une route qui est vide. Un boulevard qui est vide. Et que les Asiatiques veulent occuper à tout prix. Ce boulevard a été négligé par les Européens et les Américains. Ils sont rattrapés aujourd'hui par leur passé. La maintenance technologique, les réparations électroniques et électriques. Lorsque je dis que le boulevard est ouvert, parce que les Européens et les Américains ont négligé ce domaine, vous savez, nous vivons dans un pays où on fabrique tout sur place. Tout ce qu'on a comme électroménager dans la cuisine, électronique, on les fabrique ici, sur place, en Europe, aux États-Unis. Si bien que prenons un peu l'exemple d'une télé. Un Américain qui achète sa télé aujourd'hui, peut-être à $500. Après 6 mois, la télé chute. Le prix devient peut-être à $350 ou bien $300. Après 1 an, la télé n'existe même plus. Quand ce monsieur-là va dans le supermarché où il a acheté la télé, il constate qu'il y a une télé plus sophistiquée que celle qu'il a dans la maison. Il commence à la regarder avec envie. Après 2 ans, on sort encore une autre télé qui est plus sophistiquée que celle qu'il a vue la dernière fois. Il commence à faire des tours, là, il fait des tours. 3 ans, alors que sa télé dans la maison continue à marcher, ça n'a aucun problème. Peut-être que 3 ans après, il retrouve encore une télé qu'on a sortie dernier cri. Dans son cœur, il commence à souhaiter que la télé qu'il a dans la maison la tombe en panne. Le jour que la télécommande essaye seulement de ne pas marcher, ou bien les piles de la télécommande sont déchargées, il porte et la télécommande et la télé, il va mettre à la poubelle, ou bien pose en route. Il fonce directement dans le supermarché là. Aller récupérer la nouvelle télé. Parce qu'ici, ils ont les facilités d'acquisition de ces appareils qui sont simples. Ils sont crédibles. Ici, ils ont un système qu'on appelle le système de crédit. Tu vas prendre quelque chose, un appareil dans un magasin, tu commences à payer doucement, doucement à la fin du mois. Même chose pour les appareils électroménagers. Cuisinière, frigo, machine à laver, machine à sécher, congélateur. Quand ça tombe en panne, ils ne cherchent pas à dépanner. Ils mettent ça à la poubelle. Déjà de 1, la main d'œuvre coûte cher. Quand vous appelez un technicien de venir vous dépanner un appareil électroménager, seulement le diagnostic que le technicien vous fait, vous devez le payer pour ça. Et quand il commence même à réparer, vous commencez à payer le technicien là par heure. Et il vous charge.
Donc pour eux, c'est que c'est inutile de se mettre à dépanner un appareil. Ils préfèrent jeter. Donc c'est ce que nos frères africains viennent ramasser là et qu'ils amènent en Afrique, qu'ils appellent la brocante. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, et ça s'est suivi maintenant, ces gens-là sont suivis de génération en génération, ils ont appliqué la même chose. De génération en génération. Parce que quand l'électronique arrive dans la troisième révolution industrielle, on commence à fabriquer les appareils. La télé, la radio, tout ce que là, on commence à fabriquer. Donc, c'est dans leur sang, ils n'ont pas plus la peine de pouvoir arranger les appareils qui tombent en panne. Mais aujourd'hui, les appareils de l'intelligence artificielle, les appareils de l'automatisme qu'on fabrique aujourd'hui coûtent excessivement cher, si bien qu'ils ne peuvent pas les jeter. Ils sont rattrapés maintenant par leur passé. C'est aujourd'hui qu'ils veulent maintenant commencer à étudier, à apprendre la maintenance, les réparations, mais c'est difficile. Par exemple, un appareil comme celui-ci. Vous voyez comment il est tout petit là. C'est un PowerFlex Allen Bradley. C'est un VFD. En anglais, c'est Variable Frequency Drive. En français, c'est un conducteur de fréquence variable. Quand il est neuf, il coûte 12 000 $. Le neuf. 12 000 $, un appareil comme celui-ci. Vous voyez le petit type-ci. Un comme celui-ci. Là, c'est une boîte d'alimentation alternative qui ressort le courant continu 24 volts qui alimente le PLC. Neuf, il coûte 3 000 $. Quand il tombe en panne, le blanc demande qu'on l'arrange. Vous avez vu un composant électrique comme celui-ci. Neuf, il coûte dans les 1200 $. Lui, c'est un contacteur. Les appareils maintenant de l'intelligence artificielle coûtent cher. Dans ce domaine-là aujourd'hui, dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la technologie, le travail a triplé là-bas. On cherche des gens. Tout le temps, on m'appelle souvent pour me dire, est-ce que tu n'as pas les gens que tu peux nous recommander? Parce que je connais les managers, puisque j'ai passé le temps à aller former les gens là-bas. L'année dernière et l'année passée, j'ai passé le temps à recycler le personnel au niveau de la technologie, de la maintenance. J'allais même faire des entretiens d'embauche. Les compagnies m'appellent pour aller tester les électriciens, pour aller tester les gars qu'ils veulent. Souvent pour me dire, ok, demain, on voudrait que tu viennes chez nous, on veut que tu nous testes peut-être 6 gars qui sont venus, mais on a besoin de 2. Souvent sur les 6 personnes, je dis non, les personnes ne sont pas forts. Cherchez encore d'autres gars. On me dit, ah bon, il dit que non. Vous venez avec votre CV, vous êtes ingénieur, machin, tout ça. Je vous teste, je dis non, les gars ne sont pas forts. Je me rappelle, je suis allé tester les gars, c'était 5 personnes. Dans un état là. Après les interviews avec le HR, tous ces gens-là, quand ça arrivait à mon tour, parce que moi, je les testais directement à la pratique. Sur les 5, il y avait 3 qui étaient forts. Et on voulait 2. Je suis allé voir le manager là, je lui ai dit que gars, tu sais quoi, prends les 3. C'est pas sûr que les 2 là vont rester. Ici, c'est que quand tu mérites, on te donne ta place. On n'y a pas de négociations ici. Et dans ce domaine-là, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes. On te demande ce que tu peux faire. Est-ce que tu peux réparer un appareil comme celui-ci? Oui, vas-y, répare-le. On voit. Tu finis de le réparer, le blanc reste comme ça, dit, ah bon, il te positionne là, il te paye à ta juste valeur. Ce n'est pas le que j'ai étudié à tel... Non, non, c'est après qu'on regarde où tu as étudié. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les Indiens quand ils arrivent ici et les Asiatiques, ils ne cherchent pas trop à aller à l'école. Ils entrent dans le domaine là rapidement. Et tant là-bas, s'ils veulent maintenant continuer l'éducation, ils peuvent aller à l'école. Les compagnies, ce ne sont pas les sociétés du gouvernement. C'est pour les individuels. C'est pour le personnel, c'est pour un personnel. Celui qui a créé sa compagnie lui-même. Il a besoin des gars forts. Dans ce domaine-là, ce domaine que je maîtrise, ce domaine que j'ai étudié. Et avec le taux de travail qu'il y a là-bas maintenant, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il faudrait que mes frères africains viennent travailler dans ce domaine. J'ai ouvert un mouvement qu'on appelle Ensemble vers la technologie. Observez le logo d'abord.
j'ai pris sur moi maintenant de vous former dans les domaines suivants. Je vais faire des formations gratuites dans les domaines suivants. Je vais vous former en électricité résidentielle. Après, je vais vous former en électronique résidentielle. Après, je vous forme en maintenance informatique et réseau. Après, je vais vous former en électricité industrielle. Après, je vais vous former en électronique industrielle aussi. Après, je vais vous former en automatisme résidentiel et industriel. Après, on va faire la robotique. Alors, au niveau de l'automatisme résidentiel et industriel et la robotique, j'ai un de mes collègues amis avec qui je m'entends bien. On a roulé la bosse ensemble, on a travaillé dans plus de 3 compagnies ensemble. Mais seulement aujourd'hui, il allait travailler pour l'armée américaine, il est plus au Pentagone. Le gars que vous voyez à côté là sur les photos. Le docteur ingénieur, il était professeur d'université à l'école polytechnique des Philippines. Il est philippien. Il a dit qu'il viendra me tenir la main. Donc, on va ensemble, on va le faire ensemble. Quand on va arriver au niveau de la robotique et dans l'automatisme. Parce qu'il est très calé là-bas. On va le faire ensemble, mais je vais commencer avec vous. Déjà dans les premiers éléments que j'ai cités là tout à l'heure. Et dès qu'on finit les formations, je vous montre dans les boulots qui sont disponibles pour vous là-bas. En fonction de ce que vous avez étudié avec moi, vous allez choisir le boulot qui fait partie des formations que je vous ai données. Je commence encore à vous coacher dans le job description. Je vous coach dans le job description et vous allez attraper le travail. Si maintenant vous êtes peut-être localisé à Atlanta, ou bien au Michigan, ou bien au Texas, à Fort Worth, je peux directement vous recommander là-bas par quelqu'un, parce que je connais beaucoup de managers, beaucoup de directeurs techniques. On vous recrute même sans avoir besoin de faire d'interview, si c'est moi qui vous recommande. Donc les gars, c'est là-bas qu'on doit partir. Allons dire aux gens là que comme vous voulez fabriquer les robots, on va donc vous montrer comment on fabrique ça. C'est-à-dire, on ira donc là-bas, les aider à fabriquer les robots. On va même leur porter les chaussettes là-bas. Et là, on va les habiller. Pour qu'ils restent comme ça, on sort de ce cercle qu'ils ont dessiné là. Sortez du cercle là, on va là-bas. C'est la raison pour laquelle j'ai nommé le mouvement Ensemble vers la technologie. J'ai ouvert les pages dans YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat. Allez vous abonner massivement dans ces pages. Allez vous abonner, allez vous inscrire, allez aimer les vidéos parce qu'on va faire des choses terribles. Je vous ai dit ça la dernière fois. Et c'est qu'on va, comment on va faire. On n'a même pas encore commencé. Et aussi pour la nouvelle, c'est la dernière fois que je poste une vidéo dans cette page. Sur cette page, j'ai prévu une page pour nous qui sera comme une nouvelle maison qui est ensemble vers la technologie. Une page Facebook, c'est là-bas qu'on ira maintenant faire l'école. Donc les gars, je compte sur vous. Je vais vous envoyer les invitations tout à l'heure. Acceptez-les pour qu'on se dirige maintenant dans cette page. C'est là-bas qu'on ira faire l'école de la technologie. Il faudrait qu'on change la mentalité. Parce que ici, tout le temps, on nous casse les oreilles en nous disant qu'il y a l'argent à l'hôpital. Il y a l'argent à l'hôpital. Quand nous sommes même étant même encore en Afrique, oh, comment à t'orienter à l'hôpital, c'est le bon boulot ici. Quel bon boulot à l'hôpital? C'est parce que l'argent ne parle pas. Vous allez voir dans la technologie, le plus petit salaire là-bas, plus petit salaire, 25 $ de l'heure. On a besoin des gens là-bas comme les soudeurs, ceux qui font la soudure électronique. On a besoin des gens qui font la soudure électronique. Prendre un composant comme ça, le piquer là et le souder là, c'est 25 $ de l'heure. C'est là-bas qu'il y a les femmes asiatiques. Comme vous voyez là, sur les photos. C'est ce que les femmes asiatiques font. Les femmes africaines là, les femmes africaines, vous pouvez le faire. C'est un travail qui est facile. Vous le faites, vous êtes assise dans une table confortable, une belle chaise, vous êtes dans la clim. Vous venez de chez vous propre, vous rentrez propre. C'est pas le voulou du warehouse où vous transpirez, non. Là-bas, vous êtes assise, vous êtes dans les très bonnes conditions de travail. Vous avez juste votre blouse antistatique. Vous collez les composants sur une carte. Vous soudez là. Si tourner le couscous est difficile là, ou bien tresser les rastas en longueur de journée, ce n'est pas la petite soudure ici qui pourra vous dépasser. Les femmes là peuvent tourner le couscous.
C'est pas la petite soudure ici qui pourra vous dépasser. On a besoin de gens qui font l'électronique, l'assemblage des composants. On a besoin de gens qui font la soudure des composants. Je vais toujours montrer. Quand on va faire l'électronique, on va commencer par la soudure. Et cette soudure-là a dépassé les Américains. Ça dépasse. Oh, voilà le truc alors qu'il finit les Américains. Ça dépasse les Blancs. Parce que ici, dans les écoles technologiques, on ne les apprend pas à souder. On ne les apprend pas à souder sur les cartes électroniques. Ils ont ce qu'ils appellent ici les breadboards. Les breadboards, ce sont les cartes comme celle-ci. Alors, quand on fait des laboratoires, on va au laboratoire pour faire des circuits, ils ont plein de composants qu'ils piquent là-dessus. Il y a des cartes plus grandes que celle-ci qui piquent dessus. Et alors, le circuit marche, on te note. Mais quand on arrive maintenant en industrie, on n'a plus ça. On a maintenant l'étain et la soudure qu'il faut faire sur une carte imprimée. Parce qu'on normalement appelle cette carte ici PCB board, print circuit board. Et ça les dépasse. Donc, je vais vous montrer comment on fait la soudure. Je vais tout vous montrer ici. Une fois que vous maîtrisez ça, on ira là-bas. Alors, après la soudure, il y a maintenant ce qu'on appelle électronique assemblée. C'est-à-dire assembler maintenant les composants sur les cartes et les souder. Après, il y a maintenant électronique repair. C'est-à-dire si une carte comme ça a un problème, vous devez détecter le problème qu'il y a sur la carte. C'est facile. Et peut-être maintenant, il y a maintenant électronique, il y a les tests techniciens. C'est-à-dire, on te donne une carte comme ça, on te demande de tester si elle marche ou bien elle ne marche pas. Vous n'avez pas besoin, on vous demande de tester ça. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais vous montrer comment on utilise le multimètre. Le multimètre, comment ça se passe. C'est mon domaine. Je maîtrise. J'ai listé plus de 25 boulots là-bas pour vous. Le boulot commence de $25 de l'heure à $52 de l'heure. On a besoin des électriciens. Nous allons faire l'électricité. En électricité, nous allons voir la conception électrique. Comment on conçoit une installation électrique à partir d'un plan architectural comme celui-ci. On te donne un plan architectural comme celui-ci, on te dit que va installer la maison ici. Il faudrait que tu sois capable de faire l'installation. D'abord, commencer par le devis. Je vais vous montrer comment on installe une maison. Comment on installe un duplex. Comment on fait l'installation électrique dans un immeuble. On vous donne un plan comme ça. On dit, voilà la maison. Faites-moi l'installation électrique de cette maison. Ressortez-moi le devis. Je vais vous montrer ça ici. J'ai apprêté un laboratoire qui est prêt déjà. Le laboratoire est prêt. J'ai tous les instruments là-bas. On commence les formations à la fin du mois. Allez vous abonner massivement dans cette page. Partagez ma vidéo à tous les gens de la diaspora, même à ceux en Afrique aussi. Que vous soyez à Kuala Lumpur, au Yémen, au Nicaragua, aux îles Caïmans, à Ngaoundéré, à Yamoussoukro, à Lodorf, à Kinshasa, à Ebomé, à Idéa. Connectez-vous dans ma page. Je suis sûr que vous allez me trouver sur YouTube, vous allez me trouver sur TikTok, vous allez me trouver sur Facebook, vous allez me trouver sur Instagram et vous allez me trouver sur Snapchat. Une fois que vous voyez le logo ensemble vers la technologie, abonnez-vous là-bas. C'est le seul boulot actuellement là qui peut faire en sorte que les Blancs vous respectent. Il faudrait qu'on puisse aussi avoir cette identification technologique, qu'on sache que les Africains sont forts dans la maintenance. On les surprend. Et si on va dans ce domaine-là, vous allez voir quelque chose peut se passer en Afrique. Vous verrez que peut-être ces industries-là iront démonter tous les usines qu'ils ont amenées en Chine, en Asie, pour amener ça en Afrique. S'ils savaient que les Africains peuvent déjà faire la technologie, on peut faire ces petits boulots-là. C'est les petits boulots-là qu'ils veulent. Assembler les composants, la souder, c'est la raison pour laquelle ils amènent ça en Asie. Pour que nos petits frères aussi au pays là-bas puissent trouver le travail. Mais les gars, il ne faut pas négliger la technologie. C'est un facteur de développement terrible. Quand vous détenez la technologie, vous détenez le pouvoir. Je vois ça tout le temps quand je vais intervenir dans les usines automatiques là dehors. Je me rappelle un jour, mon boss m'appelle, il me dit, est-ce que tu peux aller dans tel état? Je voulais parler. Il me dit, non, vas-y. Après, il met tout le paquet. Hôtel, chauffeur, avion, première classe, tout ça. Ils avaient ces gens-là, pendant 4 jours, les lignes de production étaient bloquées. Les machines n'arrivaient pas à produire. Alors, je suis arrivé là-bas le lendemain.
La voiture est venue me chercher, je suis arrivé au niveau de la société. Le type qu'il devait rencontrer, j'avais son nom. On m'a introduit, on m'a amené dans son bureau. Le type m'a reçu. Il ne savait pas pourquoi j'étais là d'abord. Après, je dis que c'est moi qui suis venu réparer les lignes de production. Il était surpris d'abord. Il me regarde, il dit quoi? C'est toi qu'on a envoyé? On avait la cause. Il me dit, tu es d'où? Je dis que je suis africain. C'est mal le fait que je lui ai dit que je suis africain. Le type, il ne me parlait même plus. Il appelle mon boss pour dire que moi, vous avez demandé quelqu'un ici. Vous avez envoyé qui? Je dis que mais il est là devant toi. Il me dit, le travail là, les gens sont déjà passés ici. Plusieurs ingénieurs sont passés ici. Il appelle même son super boss. Il dit qu'il a quelqu'un là qu'on a envoyé de telle région, telle place. Il ne pense pas que je puisse faire le travail. C'est son boss qui lui dit au téléphone que est-ce qu'il a d'abord essayé, vous n'avez pas vu. Il n'a pas fait. Alors c'est comme ça qu'il me dit, bon, ok, vas-y donc. Je lui demande tous les schémas techniques, électriques. Je lui demande 2 techniciens, je lui demande un mécanicien, un électricien, il dit allons-y. En 2 heures de temps, j'ai développé la magie là-bas. Les trucs ont commencé à marcher. Le type était tout petit. Le type m'a regardé comme un marabout. Il m'a dit, tu sors d'où? Qui es-tu? Les gens sont passés ici, ça fait 1 semaine que nous sommes dans les problèmes. Le problème était petit. Donc, c'est pour vous dire que les gars là, dans la tête, ils ne peuvent même pas imaginer qu'on peut faire des trucs comme ça. Parce qu'ils nous ont tous vus. Dans la racaille, c'est comme ça qu'ils s'appellent le boulot là, la racaille. Donc les gars, c'est la seule chose qu'on peut faire maintenant pour sortir de ce cercle sacré là. Aller travailler là-bas. On leur montre que vous dites que vous fabriquez les robots, non? On va vous aider à fabriquer ça maintenant. Parce que toutes les pièces que je vous montre là, ça fait dans la robotique, ce sont les appareils automatiques. Et ces appareils qu'ils sont en train de fabriquer là, ils sont en train de les assembler, ils ont besoin de gens. Allons là-bas. Les formations vont commencer à la fin du mois. Certaines formations comme la soudure. Alors, ça prend 1 semaine. En 1 semaine, je vous montre la soudure. Avec ça, vous pouvez la faire $25 de l'heure. Les formations vont commencer. Il y aura une formation de 2 semaines. Il y aura une formation de 1 mois. Et le format d'électricité industrielle, vous allez voir la différence entre l'électricité industrielle et l'électricité résidentielle. Dans l'électricité industrielle, vous montrez comment on assemble les composants comme ça dans le panneau de contrôle. Comment on assemble les appareils comme ça dans le panneau de contrôle. Comment on les détecte, on détecte quand ils sont en panne. Comment on les répare. Comment on les configure. Comment on utilise la très haute tension, la tension triphasée. C'est ce qu'on va voir là-bas dans les industries. Après, on va donc faire l'électronique industrielle. Parce qu'il y a une différence entre l'électronique industrielle et l'électronique résidentielle. C'est la raison pour laquelle je lance l'appel à mes frères là, qui étaient dans les résidences, en train de réparer les télés, les ordinateurs. Là ne passe plus, venez me retrouver, je vais vous reformer pour qu'on aille faire l'électronique industrielle. Un appareil comme celui-ci, quand ça tombe en panne, quelqu'un qui répare les télés ne peut pas le réparer parce qu'il y a des composants à l'intérieur qui n'existent dans aucun appareil téléviseur des résidentiels. Cet appareil prend 425 volts triphasés. Une tension de 425 volts. Ça ressort 425 volts là pour alimenter le moteur. Et ça a un port Ethernet ici. On le connecte sur Internet. C'est un appareil qu'on programme. Je vous ai donné le prix tout à l'heure. Ça, c'est le plus petit. Regardez le prix de celui qui est légèrement moyen. Et le prix du moyen. Ces appareils coûtent cher. Quand il tombe en panne, le blanc vous demande de le dépanner. On ne le jette pas. Et dans les industries, c'est pas comme dans les résidences. Ou quand vous finissez d'arranger la télé de quelqu'un, il vous dit que les salaires ne sont pas encore passés, il commence à gratter la tête. Dans les industries, ils sont organisés. Quand ils ont fini de faire leur budget, à la fin d'année, s'ils ont peut-être fait un budget, s'ils ont peut-être fait un bénéfice de 100 millions de dollars, ils enlèvent un bon pourcentage et ils mettent dans une caisse noire pour la maintenance de leurs appareils industriels. Parce que ce sont ces appareils-là qui leur donnent l'argent. Dans le cas où ça tombe en panne, ils recrutent quelqu'un, peut-être quelqu'un vient les dépanner, ils enlèvent l'argent dans cette caisse-là. Vous allez voir. D'abord, on vous donne l'argent avec le sourire. Vous arrangez un appareil comme ça, on vous paye en pourcentage. Vous pouvez arranger un appareil industriel, on vous donne 10 000 dollars comme ça, cash. Avec le sourire, le type est content. Et cet argent-là est gardé là-bas. Si pendant toute l'année, personne n'a utilisé ça, ils ajoutent encore. Et puis le travail là-bas est simple. Il n'y a pas la pression de travail là-bas comme électricien de maintenance. Il y a des jours où vous ne travaillez pas.
Vous êtes assis dans votre salle là, chacun sur son téléphone. Vous avez votre radio. C'est quand on vous appelle qu'il y a un problème que vous intervenez. Tant que les machines marchent, fonctionnent bien, vous n'avez pas de travail. C'est la différence avec l'hôpital. Les gens qui disent qu'il y a l'argent dans les hôpitaux, il y a l'argent là. On nous arrête ça. Ceux qui font l'argent là-bas sont les médecins et les nurses supérieurs. L'électricien industriel que je forme ici gagne plus que la nurse. Il commence avec $32 de l'heure. Vous allez voir les prix tout à l'heure. Je vais vous poster la liste des jobs. C'est parce qu'on dit l'argent ne fait pas le bruit. Et les gars même qui sont là-bas ne viennent pas dire que gars, c'est là-bas qu'il y a le travail. S'il y avait l'argent à l'hôpital, c'est que les Chinois les Asiatiques sont versés là-bas. Vous pouvez adorer l'argent plus que les Asiatiques. Vous les voyez là-bas. Aujourd'hui, si vous êtes dans un boulot, vous retournez comme ça, vous ne voyez pas un Asiatique qui a fait plus de 2 ans là, ou bien un Indien, ou bien les deux races là. Sachez que le boulot là ne paye pas. Sachez que le boulot ne paye pas. C'est la mentalité là que je vais changer. Qu'on continue à envoyer nos soeurs à l'hôpital. C'est vrai qu'on travaille dur. On travaille dans la souffrance parce que les dames qui vont travailler à l'hôpital, elles commencent à sillonner en allant à l'école. Elle a une famille à la maison. C'est dur, c'est pénible. On ira là-bas à la technologie. On ira là-bas. Je vous dis que quand vous détenez la technologie, vous détenez le pouvoir. Vous devenez comme ces rapaces-là, qui va créer loin dans le ciel, qui à travers sa distance peut repérer n'importe quelle cible dans la savane. Il frappe tous les animaux de la savane, y compris le lion et les lionceaux. Il frappe le requin, il frappe le crocodile. Il n'a peur d'aucun animal. L'aigle. Vous devenez comme l'aigle. C'est la raison pour laquelle la blême des Américains, c'est l'aigle. Parce que les Américains sont puissants. Ils détiennent la technologie. Vous ne pouvez pas. Parce que j'ai un droit de réserve ici. Ces gars-là sont puissants. J'ai vu des choses. Donc les gars, c'est ce que je venais vous dire. Quand on se retrouve là-bas, faut pas avoir peur, c'est facile. Vous pouvez tout faire les gars. Vous pouvez faire ce boulot. Votre cerveau peut changer de carrière. Votre cerveau peut le faire. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir sur votre esprit, mais pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, vous trouverez la force. Alors écoutez le message que Jeff Bezos vous envoie. And so think about this. Big things start small. Big things start small. Il a dit, toutes les grandes choses commencent petites. Donc les gars, sur ce, je vous dis bye. Allez vous abonner massivement dans ma page Facebook. On va commencer les formations à la fin du mois. Passez un très bon week-end. Partagez cette vidéo. Que Dieu vous garde. Bye bye.